Au pays du théâtre, une émission proposée par Philippe Rouillet avec la collaboration de Jean-Marie Tisserand. Thomas et Anaïs, merci d'être là pour Radio Campus et pour parler d'une jeune compagnie dont le nom, comme ceux des compagnies que j'ai eu l'occasion de voir et avec qui j'ai pu parler au cours du mois dernier, ont tous des noms extraordinaires. Alors vous vous appelez la compagnie du chien dans les dents. Alors j'aimerais savoir pourquoi ce nom. Alors du chien dans les dents, et pourquoi ? Alors ça a été un moment assez compliqué en fait, le moment de choisir un nom. En fait, on avait déjà créé un premier spectacle, du coup, dans le cadre du master professionnel qui s'appelait L'Enquête. Et du coup, on était encore au tout début de notre recherche esthétique et on se posait vraiment... c'était pas évident de trouver un nom qui corresponde à nos désirs et qui corresponde vraiment à l'identité de la compagnie. Donc il y a eu une recherche avec plein de gens, on a demandé des conseils, énormément de noms sont sortis. Et puis, pourquoi celui-là ? À un moment donné, il fallait en choisir un. Et il y avait quelque chose d'un peu surréaliste. Et comme on était notamment un peu d'influence justement surréaliste pour avoir fait une partie, surtout moi, de mon parcours en Belgique, dans ce qu'on propose, et qu'on emprunte pas mal au collège surréaliste, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ça ? Il y avait à la fois l'expression avoir du chien dedans, et on était dans ce désir-là, en tout cas très fort, un peu viscéral, de s'autoriser nous-mêmes à faire du théâtre. Et puis il y avait aussi, voilà, on entend le chien dent, une association de mots possibles, voilà. Oui, alors moi je suis arrivée dans la compagnie après le choix du nom, donc du coup j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais oui, je le trouve assez jeune, assez percutant comme nom. Date de création. Alors officiellement, la date de création c'était le 4 janvier du coup 2012. Oui, c'est ça. Et en fait, la compagnie existait, enfin, le premier spectacle avait été créé en juin de la même année. Le premier spectacle, c'était Enquête ? L'Enquête, voilà. L'Enquête avec un tiret entre en et quête. Un tiret, c'est très important. On l'entend pas au micro, mais il faut le préciser. Alors, Enquête, est-ce que Enquête définit ce que vous avez envie de faire au théâtre ? Alors, je pense qu'effectivement, en tout cas, L'Enquête, ça a été vraiment déterminant pour la compagnie, parce qu'on s'est jeté vraiment dans l'écriture et dans la mise en scène en faisant un peu tout seul, sans savoir du tout où on allait, et que du coup c'est un spectacle qu'on joue encore un peu, mais qui est des fois compliqué à défendre en termes de contenu, mais en tout cas qui a vraiment posé les bases effectivement de ce qu'on voulait comme rapport au public et même de l'écriture des spectacles. Alors, la compagnie, 3 membres fondateurs et plus nombreux que ça, ou vous êtes à géométrie variable, comme on dit ? Alors, au début, on était 2 en fait, 2 membres fondateurs. Donc Anaïs nous a rejoints. Donc on est pour l'instant 3 membres porteurs du projet. Thomas, Bergamote, Anaïs. Tout à fait. D'accord. Avec chacun quand même des fonctions un peu différentes, parce qu'Anaïs, par exemple, est en charge du pôle graphique de la compagnie. Voilà, donc je m'occupe plus de la communication visuelle, en plus d'être aussi dans la recherche artistique de la compagnie, au même niveau que Thomas et Bergamote. Tu es aussi passé par le Master Pro. Voilà, c'est ça. Où on s'est rencontrés tous les 3. Très bien. Ok, alors Enquête, c'est votre ligne de jeu, c'est le burlesque au sens traditionnel ou américain ? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait. Du coup... Merci, je suis content d'avoir posé la question. Ni l'un ni l'autre, on s'est beaucoup posé la question de définir justement l'endroit esthétique de la compagnie, quels mots on pouvait utiliser. Alors burlesque, on n'est toujours pas sûr que ce soit le bon parce que ça évoque effectivement des univers esthétiques bien précis. En fait, nous on l'entend plus à l'acception générale qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est-à-dire, alors je saurais pas la retrouver exactement, mais en tout cas, qui provoque le rire, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, on n'est pas du tout, on nous a dit plusieurs fois que, contrairement à ce qu'on attendait de ce qualificatif-là, on n'est pas forcément dans un jeu très extérieur, ou forcément gaguesque, qui va aller chercher à faire rire, quoi. C'est malgré tout quelque chose de plus intérieur, de plus intime, et le rire, souvent, il va venir
plus du décalage ou de l'étrangeté que de la volonté de faire rire. Alors, curieusement, chez les anglo-saxons, le mot burlesque, qui veut dire la parodie intelligente, tu as parlé tout à l'heure de la Belgique. La Belgique, comme les pays anglo-saxons, est naturellement surréaliste. Alors c'est peut-être plutôt par là que vous vous dirigez? Alors tout à fait, je pense qu'on est très imprégné de ça. Alors à la fois parce que moi j'y suis passé, donc j'ai été très marqué par des spectacles là-bas qui m'ont vraiment permis de trouver la liberté d'écriture qu'on a trouvé ensuite ensemble. Mais en tout cas des expériences, des expériences fortes, artistiques là-bas. J'ai vu un spectacle en particulier du groupe TOC qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait 24 heures de la vie de Tina Pouls à la recherche de son bonheur. C'était un spectacle sur la dépression, mais qui était très, effectivement, c'était la première fois que je voyais quelque chose pour moi d'aussi libre en termes de mise en scène et de jeu, et où la liberté était pensée comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de l'ordre de je trouve, voilà, j'ai l'impression quand même, moi, ce que je vois au théâtre en France, souvent, il y a quand même cet espace sacré de la scène, on peut pas y faire n'importe quoi, il faut faire attention. Et donc c'est vrai que je pense que tous les trois, on a été touchés par à l'intérieur du surréalisme ou de l'autodérision, justement, qu'on trouve chez les Belges, mais comme chez les Anglais, par cette posture-là, parce qu'elle nous semblait plus proche de notre intime à nous, de ce qu'on avait à nous à porter sur scène. On venait pas sur scène en prétendant maîtriser quelque chose qui soit quelque chose de l'ordre du sacré, parce qu'on peut pas endosser ça. Par contre, on venait, oui, avec cette distanciation, cette autodérision, avec justement les contenus qu'on amène, ou vis-à-vis des contenus qu'on amène. Bon, deuxième spectacle, je pense qu'on va vous voir à la boîte à jouer. Ça s'appelle Les yeux dans les œufs. Anaïs, tu es dans le coup, à fond, là? Oui, Les yeux dans les œufs. Avec un sous-titre aussi, comment optimiser vos chances de rencontre. Donc, ça convient très bien à la communication, ça. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un fil rouge dans ces yeux dans les œufs? Parce que vous déconstruisez tout. Hein. Oui, enfin, un fil rouge, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de recherche d'une rencontre avec un spectateur, avec les spectateurs. Et c'est un peu notre fil rouge qu'on essaie de tirer tout du long de cette proposition. Et c'est vrai que ce qu'on retrouve vraiment, donc c'est sur le thème de la rencontre, et c'est quelles tentatives sont faites à tout moment, parce que c'est ça, on est dans des séquences qui sont pas forcément liées d'un point de vue linéaire, narratif, mais qui se font écho parce qu'elles présentent chacune des séquences du spectacle, un personnage ou plusieurs personnages qui sont dans le désir de provoquer une rencontre, et avec plus ou moins de succès. Dérision de tous les modes contemporains de rencontre, sur le net et hors net? Alors, pas vraiment. C'est pas une critique qui peut se lire clairement, mais alors, même si elle nous a traversé l'esprit, en tout cas. Ça c'est sûr. Ça nous a traversé l'esprit, alors on n'est pas du tout dans un univers en même temps qui est réaliste. Pour nous, le théâtre, ça se situe vraiment dans un ailleurs. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont très actuelles dans ce qu'on amène sur comment se vivent les rencontres aujourd'hui, notamment entre les gens de notre âge, mais sans aller revendiquer que ça vient du net ou que ça vient de... Bon, en tout cas, je pense que oui, ça charge clairement le spectacle. Alors, ça tombe très bien. Avant de parler de Bermuda's Love, votre ailleurs, vous le définissez scénographiquement comment? Avec des choses simples. On n'est pas du tout dans une sorte d'extravagance d'objets ou quoi que ce soit. Pas d'accumulation. Non, pas d'accumulation. On a peu de moyens, donc on essaye de faire avec ce peu de moyens qu'on a. Voilà. Mettre en place ce qui est à la fois un état de fait. On avait de toute façon pas les moyens d'investir, on n'a pas les moyens d'investir dans des décors, dans des costumes, mais ce qui est aussi un choix politique, parce qu'on défend l'idée qu'aujourd'hui c'est possible de faire du théâtre avec très peu d'argent et que c'est pas forcément moins intéressant. Et c'est quelque chose vis-à-vis duquel qui questionne beaucoup vis-à-vis des institutions, parce qu'on a eu les retours, ça nous est arrivé d'aller en résidence dans des lieux un peu institués, où on nous a clairement fait comprendre que notre scénographie elle était trop cheap et que du coup on faisait peut-être pas vraiment du théâtre. Parce que pour faire du théâtre, il faudrait peut-être quelque chose de plus grandiose ou de plus beau au sens, je sais pas quelle définition de nos mots. La reconnaissance après laquelle la plupart des jeunes compagnies courent ou marchent ou refusent de marcher, c'est les trois possibilités.
elle vient petit à petit. Bon, vous êtes reconnu, vous avez des aides, des subventions ou pas encore, des lieux, la boîte à jouer, la manufacture vous font confiance. Comment ça se passe? Alors, pour nous, la compagnie elle est encore jeune, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de se faire reconnaître. Globalement, les choses elles avancent. Concrètement, pour l'instant, on n'a absolument aucun soutien économique. Donc, on a fait une demande d'aide suite justement au budget spéciaux débloqués par la mairie. On va voir concrètement quand même ce que nous disent les gens qui seraient susceptibles de nous soutenir économiquement. La plupart du temps, c'est que en gros, si on n'est pas déjà soutenu par d'autres gens, c'est compliqué. Sauf qu'en même temps, tous les financeurs possibles nous disent la même chose. Donc on se dit que ça prend du temps et voilà qu'on est quand même dans des logiques assez spéciales où globalement, plus la compagnie est soutenue ou plus le projet est soutenu, plus ça va être facile de trouver d'autres personnes pour le soutenir. Bon. Par contre, effectivement, on commence à être un peu repéré parce que la boîte à jouer est venue nous voir et elle nous a proposé de participer à cette saison. Vous y serez quand, la boîte à jouer? On y sera du 13 février au 1er mars. On a l'occasion d'en reparler. Volontiers. Bien sûr. Vous avez fait une approche du côté de l'OARA? Alors, pas pour l'instant. En gros, on nous l'a quand même pas vraiment conseillé en nous expliquant que l'OARA, ça s'adressait d'abord à des structures qui avaient plus d'expérience que la nôtre. Et c'est vrai que la compagnie elle est encore vraiment en train de se structurer, notamment sur le plan administratif, parce qu'on va normalement bientôt embaucher quelqu'un. Oui, on envisage un contrat aidé, du coup. Et c'est jouable. Oui. Oui. On a accumulé en fait des fonds propres en donnant des cours. On donne beaucoup de cours pour adultes. Alors, les cours pour adultes, ça fait aussi partie de l'activité du chien dans les dents? Tout à fait. Bon, un numéro de téléphone, un site? Alors bien sûr, le numéro de téléphone, je vais le donner en premier, tu vas donner le site après. Oui, vas-y, donne le numéro de téléphone. Le 06 76 06 64 52, donc c'est mon numéro personnel, Thomas. Et donc l'adresse mail, CIE du chien dans les dents @gmail.com. Avec le même site, donc sur internet, faut taper compagnie du chien dans les dents et il y a un Tumblr qui est en ligne. Je dois avoir voilà. Oui, qui est très mignon, il a un très beau fond jaune. Oui. Ça marche très bien, on y trouve ce qu'il faut, il y a même les ateliers dessus. Et donc le Tumblr, c'est www.du-du-6-du-milieu, donc du-chien-dent-lait-dent.tumblr qui s'écrit tumblr.com. Vas-y. Tumblr, c'est très amusant parce que c'est un petit gobelet. Hein. Comment? C'est un gobelet, un tumbler. Hein. Quand on boit, quand on est bébé en Angleterre ou aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, on a un tumbler. Non, c'est très drôle. Bon, alors, Bermuda's Love, c'était une nouvelle expérience, un triangle des Bermudes perdu au cœur de la manufacture atlantique, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un montage de texte. Donc c'est la première fois que la compagnie partait sur un montage de texte. Qui n'était pas les siens. Voilà. On n'a quand même pas pu nous empêcher d'écrire aussi, parce qu'on écrit. Qui voulait vous en empêcher? Voilà. Donc on a écrit une sorte de trame, de fil rouge, toujours une écriture collective à 3 mains, une sorte de carnet de bord, journal de bord, voilà, qui venait accoler tous ces extraits de textes qu'on a empruntés à Pascal Gibourg, Hubert Collat, Didier Delahaye. Et donc c'était des textes essentiellement qui parlaient d'amour, et on était nous sur la question de la perte en amour, au sens large, alors parce que ça évoque d'abord évidemment une histoire d'amour qui s'est mal finie, mais ça peut être aussi la mort de quelqu'un ou de quelqu'un de proche. Et on était vraiment sur cette question-là. Et ce qu'on peut dire, pour revenir à une question que tu avais posée tout à l'heure sur la scénographie aussi, c'est qu'on est, comme dans les autres spectacles, donc sur cet ailleurs, dans un espace qui est à la fois un espace fictif et qui est à la fois toujours aussi l'espace de la présentation et l'espace de la scène. Et ce qu'on essaye de faire généralement dans les spectacles, c'est qu'on part vraiment de cet espace réel de la scène et de cette position où on est d'abord des comédiens qui ont conscience d'être en face de gens qui les regardent, pour recouvrir cet espace par la fiction du spectacle.
Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire quand même globalement. Donc d'être vraiment dans des espaces troubles qui sont à la fois des espaces de fiction, mais qui sont à la fois toujours considérés comme des scènes face à un public. Alors, votre triangle des Bermudes de la Manufacture Atlantique, il était où dans la Manufacture? C'est une très bonne question. Très bonne question, parce qu'il était dans un coin de la Manufacture. On s'est servi des piliers, en fait, de l'espace vraiment du théâtre pour s'incruster vraiment dans ce lieu et on n'a pas joué dans la scène. Sur la scène, on a joué derrière, dans un petit coin. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça a été un très bon choix. D'ailleurs, on a été tout de suite tous les trois d'accord dessus, ce qui n'est pas forcément toujours évident parce que finalement, on fonctionne vraiment comme un collectif, même si on s'appelle compagnie. Oui. Et c'est vrai qu'on se retrouvait du coup, nous, sur ce petit triangle. Et du coup, les spectateurs faisaient dos à l'immensité de la salle. Et il s'est joué quelque chose de très intime avec les spectateurs, sûrement dû notamment à cette disposition dans l'espace qui faisait qu'on était très proche d'eux et qu'on n'était pas, qu'il n'y avait pas justement que l'immensité de l'espace ne mettait pas de distance entre un espace soi-disant sacré de la scène et puis l'espace des spectateurs. Oui, on est vraiment dans cette recherche de l'intime avec les spectateurs, de créer une sorte de bienveillance entre eux et nous. Et d'être vraiment dans le présent aussi de ce qui se passe avec eux. Voilà. Ça veut dire que vous êtes à la recherche d'une nouvelle forme de théâtre d'appartement ou je dis une bêtise? Alors pas forcément. Moi ça m'arrivait de jouer en appartement et pas avec ma compagnie. Je trouve ça très intéressant. Après c'est pas le souhait de la compagnie parce qu'on se rend compte que les spectacles qu'on a créés, même dans des bars avec des petites scènes, finalement c'est compliqué de les jouer. Il y a besoin quand même d'espace, ouais. C'est ça. En dessous de 5 mètres sur 5, c'est vraiment compliqué. Bon, trouver un appartement avec 25 mètres carrés, bien défini, plus de l'espace pour mettre des spectateurs, ça reste compliqué. Bien sûr. La musique, les éclairages, ça joue un rôle dans vos différents travaux? Ou si ça ne joue pas un rôle, c'est pas par mesure d'économie? Alors oui, ça joue un rôle évidemment. Pour l'instant, les éclairages, on a un technicien qui nous a accompagnés au début, bénévolement. Ensuite, qu'on a un peu payé, c'est pas évident pour le moment parce qu'on n'a pas de soutien économique. Donc c'est vrai que d'avoir vraiment un technicien qui porte le projet au même titre que nous, bénévolement, et qui s'engage artistiquement dans la démarche. Bon, c'est plus compliqué. Il y a quand même moins de techniciens que d'artistes qui sont prêts à travailler bénévolement, mais ça reste un projet. Et après, par contre, les musiques, c'est très important. On a chaque fois plusieurs musiques, généralement qui sont diffusées depuis un ordinateur qui est directement présent sur scène. Anaïs, d'ailleurs, est une des spécialistes musique qui choisit souvent les musiques des spectacles. Et il y a au moins deux musiques, des fois 3. Alors, les musiques de vos spectacles, il y a un registre particulier où c'est extrêmement éclectique? Nos musiques, bien souvent, on les emprunte à du populaire français, bien souvent. Dans le dernier spectacle, on a eu du Gainsbourg et une sorte de version allemande de Bésame Mucho. Donc on est sur quelque chose d'assez grotesque, on va dire. On est souvent sur des musiques très décalées. Des musiques très décalées. Un peu ringard même, potentiellement. Voilà. Ce qui est intéressant avec la musique, c'est que c'est pas, contrairement au théâtre, ça agit immédiatement sur les gens. Voilà. On peut pas se protéger de la musique. On n'a pas besoin de se mettre dedans en 5 secondes. Vraiment, ça nous communique quelque chose. Et du coup, ça peut être très intéressant théâtralement. Et en même temps, évidemment, ça n'est intéressant que par rapport à ce qui se passe vraiment sur scène. Faut pas que la musique, elle vienne combler quelque chose qui se passe pas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, on est souvent sur des musiques comme ça, assez décalées, parce qu'elles permettent de créer vraiment, de transformer l'atmosphère d'un seul coup, comme ça, aussi bien que des lumières le feraient, pour moins cher. D'accord. Bon, que ce soit Enquête, Les yeux dans les œufs ou Bermuda's Love, c'est votre carte de visite. Vous la donnez en permanence, elle est disponible, on peut vous appeler. Vous êtes prêt à jouer l'une de ces 3 pièces? Ou vous en préparez une 4e? Dites-moi. Oui et oui, en fait, les deux. Alors. Donc on est prêt à jouer ces trois pièces. Bermuda's Love, c'est une forme courte. Donc malheureusement, on ne sait pas dans quelle mesure on peut réussir à la vendre parce qu'on n'aurait pas envie de l'allonger. On trouve que ça fonctionne très bien dans cette écriture-là. Donc vous pourriez la proposer avec une des 2 autres? Potentiellement, on pourrait la proposer avec une des 2 autres. Il faut y réfléchir et puis surtout voir avec les lieux susceptibles d'être intéressés comment ça peut se faire. Et on est actuellement en train de réfléchir à un nouveau projet où on serait plus nombreux justement. On va accueillir des gens
qui seraient justement pas porteurs du projet de la compagnie, mais qui seraient appelés sur ce projet spécifique. Qui pourraient très bien être des amateurs au sens plein du terme. Oui. Après, il y a des affinités artistiques fortes qui doivent être présentes, et puis surtout c'est une question de disponibilité de désir en fait. Moi, on fonctionne beaucoup comme ça. Merminas Love s'est fait comme ça. C'était d'ailleurs une proposition, mais qui arrivait pas forcément au bon moment. Mais il y avait un désir très fort, je pense, chez nous trois à ce moment-là, et qui permettait de partir du désir. Je pense que ça reste encore le plus important. Votre ère de jeu, si j'ose dire, économiquement parlant, elle ne se situe pas seulement en Aquitaine. Vous tentez de vous faire connaître ailleurs? Alors pour l'instant, on a un petit réseau aussi en Charente, mais on est quand même globalement peu sorti d'Aquitaine. On a fait une fois le festival d'Aurillac, là, pas cette année, l'année passée, avec l'enquête justement. Sachant que on fait pas non plus vraiment du tête de rue, mais que comme il y a de l'interactivité avec le public ou ce genre de choses, et puis ça nous intéressait de faire l'expérience. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on réfléchit plus pour l'année prochaine en fait. Votre dernière question, votre public, vous le souhaitez de 5 à 75, en rond, en bifrontal, l'espace et le rapport au public me paraît important pour vous, si je vous ai bien suivi. Oui. Aussi mixte que possible, oui, ça c'est sûr. Après, nous, on joue quand même plutôt souvent en frontal. Et par contre, effectivement, ça pose vraiment la question de quel type d'espace, dans quel type d'espace on se trouve, et on se rend bien compte justement les spectacles qu'on a pu jouer des fois dans des conditions très très différentes, selon l'espace, surtout la taille de l'espace, et donc ce qui dégage en termes de chaleur ou au contraire de quelque chose de plus distancié, il se joue pas du tout la même chose dans les spectacles. Amis auditeurs, je pense que vous avez appris à connaître un petit peu la compagnie du Chien dans les Dents. On va demander à Thomas de répéter le numéro de téléphone et à Anaïs le site. Donc le numéro de téléphone 06 76 06 64 52. Et le Tumblr, donc www.du-chien-dent-les-dents.tumblr.com. Merci beaucoup à tous les deux, et puis bonjour aussi à la troisième qui fait partie de l'équipe, en l'occurrence Bergamote. Au revoir. Merci, au revoir.